dose d'antidiabétiques doit être individualisée et basée sur le contrôle glycémique continu. On revient toujours à dire que l'autosurveillance glycémique, c'est, si vous voulez, c'est la base et le garant d'un jeûne en toute sécurité et réussi. Maintenant, l'éducation thérapeutique est un point essentiel, c'est la pierre angulaire de la réussite du jeûne chez nos patients diabétiques qui vont quand même jeûner malgré leur niveau de risque élevé. Et donc, c'est très important de faire l'éducation, que ce soit les hypertendus, que ce soit les diabétiques, que ce soit les néphropathes. Donc là, il faut faire une éducation bien structurée. D'ailleurs, c'est ce qui est ressorti dans cette étude sur le programme RIT. Donc, c'est un programme qui a intéressé des patients diabétiques, un bras qui a reçu une éducation bien structurée et un bras à jeûner sans éducation. Et donc, regardez, quand on n'a pas reçu une éducation thérapeutique avant le ramadan, le risque d'hypoglycémie était élevé et multiplié par 4. Par contre, les patients qui ont justement bénéficié de cette éducation thérapeutique, regardez, on a eu les avantages du jeûne dont on a parlé au début. Il y avait la réduction significative du poids, pardon, il y a moins d'événements d'hypoglycémie, il y avait un taux d'hémoglobine glyquée maintenu sur l'équilibre, donc un bon équilibre. Et donc, vous voyez, l'éducation thérapeutique bien menée, structurée, individualisée, personnalisée est la pierre angulaire, si vous voulez, c'est le garant d'un jeûne en toute sécurité. Voilà, et en conclusion, on vient de voir que les patients diabétiques qui vont jeûner pendant le mois de Ramadan seront exposés à un risque élevé de complications. Ils vont quand même jeûner. La décision du jeûne doit être en concertation avec le patient et le médecin traitant, donc une décision bien éclairée, bien conduite, donc avec un bon accompagnement. Et vous allez voir qu'avec les nouvelles recommandations qui sont de mieux en mieux structurées, adaptées à nos patients, on va trouver de plus en plus de diabétiques qui vont jeûner sans problème, sans incident. Et c'est tant mieux pour nos patients diabétiques. Il faut toujours en parler les premiers, il faut anticiper les problèmes. Donc, ne laissez pas que le patient fasse son hypoglycémie ou son acidocétose pour dire « Ah, j'aurais dû lui en parler avant le mois de Ramadan, etc. » Préparez un bon équilibre. Et vous savez que cette éducation thérapeutique, c'est le moment de reprendre le patient, son éducation, sa motivation, ça va le motiver parce qu'il veut à tout prix jeûner. Et donc, c'est le moment de négocier avec le patient, de lui dire oui, vous allez jeûner, mais il faut avoir un bon équilibre, observer les règles hygiéno-diététiques, l'activité. Et donc, il va se rendre compte que ces moyens simples et faciles à appliquer lui ont permis de jeûner en toute sécurité, lui ont permis à perdre du poids, à avoir un bon équilibre. Et croyez-moi, après même le mois de Ramadan, il va, si vous voulez, il va mettre. C'est un moment de reprendre le patient. Évaluer le risque et faire une bonne éducation individualisée, c'est fondamental pour réussir le jeûne en sécurité sans incident. Il faut déterminer les objectifs, les déterminer, mais discuter avec le patient, les transmettre au patient, etc. Procéder à des modifications de traitement en fonction de leur sécurité, efficacité, etc. Insister sur l'autosurveillance glycémique parce que c'est le seul moyen de guetter les hypoglycémies, particulièrement chez les patients qui font des hypoglycémies non ressenties, et puis associer la famille à la diététique, à la surveillance, etc. Et donc là, on a fait le tour de la question et je vous dis Ramadan Karim.
et je vous remercie. On passe la parole au professeur Badawi. Merci. Donne-moi la parole. Alors. Merci. Merci beaucoup, professeur Hamida. Merci à vous. Merci pour votre excellente question. Beaucoup sont très contents parce que là, je suis en train de lire les commentaires. Alors, si vous voulez bien, les questions, ça sera pour la fin. D'accord? C'est comme vous voulez, Dr. Araf, c'est comme vous voulez. Très, très bien. Donc, s'il y a des personnes qui ont des questions, merci de les écrire et on vous répondra donc juste après la présentation du professeur Badawi, néphrologie, dialyse, transplantation au CHU Tizi Ouzou. Madame Badawi? Je suis là, docteur Arar. Je vous entends. Merci. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Madame Badawi, HTA, maladie chronique, maladie rénale chronique, qui peut jeûner et qui ne peut pas jeûner? Donc, je vous passe la parole, Madame. Merci, docteur Arar, de nous accompagner durant cette émission qui est organisée par le docteur Zouakou, président de l'Association des néphrologues libéro-algériens. Et donc, vraiment, on est content d'être parmi vous. Donc, pour essayer de répondre aux questions de nos patients et bien sûr de parler à nos médecins qui posent beaucoup de questions concernant les patients qui sont atteints de maladies rénales chroniques, qu'il s'agisse d'hypertension, de diabète, d'insuffisance rénale ou de transplantation rénale. Et donc là, alors pour commencer, le mois de carême ou le mois de Ramadan tel qu'il a été prescrit est une obligation pour tout musulman qui est pubère et qui est sain d'esprit et en très bon état de santé. C'est le 4e pilier de l'islam. Le Ramadan représente le 4e pilier de l'islam. Mettez-le en diaporama. En diaporama. Oui. Comment suivre diaporama? C'est bon? Merci. C'est bon, merci. Merci. Donc, le Ramadan représente le 4e pilier de l'islam et donc revêt de ce fait une importance qui est très particulière pour l'ensemble des musulmans. Et plus d'1 milliard de musulmans jeûnent chaque année pendant le mois de Ramadan, et ce à travers le monde entier. Et lors du jeûne, les habitudes des individus vont changer. Ils vont changer brutalement. Et les changements des modes de vie de ces musulmans vont entraîner des modifications dans les habitudes et dans l'équilibre alimentaire et vont provoquer des variations qui vont être biologiques. Ceci va être tout à fait bénéfique pour les individus sur les différents métabolismes de l'organisme, qu'ils soient glucidiques, qu'ils soient lipidiques, qu'ils soient hépatiques ou qu'ils soient rénales. Si les individus, bien sûr, s'alimentent de manière modérée et bien équilibrée, comme l'a bien dit le professeur Hamida, et si, bien sûr, ils dorment suffisamment pour ne pas déséquilibrer leur mode de vie. Donc, comme cela a été prouvé par les nombreuses études qui ont été réalisées chez les personnes après le mois de Ramadan. Donc, le mois de Ramadan est un mois qui est tout à fait bénéfique sur tous les plans pour les individus, bien sûr, si, bien sûr, ils respectent leur alimentation et, bien sûr, leur manière de dormir, bien sûr, s'ils dorment suffisamment pour ne pas se déséquilibrer. C'est un rite sacré qui consiste à s'abstenir de boire et de manger du lever au coucher du soleil. Et donc, la durée de ce jeûne varie de 10 heures à 18 heures, donc selon les années et selon le lieu, donc le lieu géographique et selon la saison. La saison à laquelle il se déroule. En été, par exemple, les gens ou les individus peuvent jeûner jusqu'à 18 heures. La longueur de l'intervalle du jeûne peut rendre le jeûne à risque pour la santé, particulièrement chez les personnes atteintes d'affections chroniques. Donc, plus le jeûne est long, plus la durée du jeûne est longue, plus les personnes qui sont atteintes d'affections chroniques peuvent ne pas tolérer ce jeûne. Et dans ce contexte-là,
dans ce contexte-là, le Coran a bien établi que pour les personnes donc, qui sont malades ou qui sont à risque d'affecter leur état de santé à cause du jeûne, elles sont exemptées du mois de Ramadan, donc de jeûner. Et cette catégorie, en général, elle inclut les personnes malades et les femmes enceintes ou allaitantes. Donc, le jeûne n'est pas imposé aux patients donc, qui sont atteints de maladies chroniques, quelles que soient ces maladies chroniques. Quelles que soient ces maladies chroniques, elles peuvent être cardiaques, elles peuvent être respiratoires, neurologiques. Dans notre contexte, ce sont les maladies chroniques donc, que nous allons aborder. Et dans l'état de santé, peut être affecté par ces maladies. Alors, malgré cela, il y a une forte intention de jeûner chez les individus musulmans ou chez les musulmans et du fait de l'importance spirituelle et sociale de cette pratique. Alors, de nombreux musulmans donc, vont continuer ou vont insister, si vous voulez, donc insister sur la pratique du jeûne et en particulier les plus âgés, donc qui ont du mal à bouleverser leurs pratiques qui sont exercées depuis leur jeune âge. Ce sont des personnes donc à qui vous ne pouvez pas demander de ne pas jeûner tout simplement parce qu'ils pratiquent cette pratique qui est le jeûne, donc depuis leur jeune âge, et il est très difficile de leur demander de ne pas jeûner. Donc, et ces patients, ces musulmans, donc il est difficile aussi de leur demander de changer leurs habitudes alimentaires qui sont ou qui passent souvent outre les recommandations médicales. Alors, sur plus d'1 milliard de musulmans donc, à travers le monde, des centaines, des dizaines, voire des centaines de millions sont atteints de maladies chroniques, dans l'hypertension artérielle, le diabète et les cardiopathies. Madame professeure Belhamida nous a donné des chiffres effarants sur le diabète. Donc, c'est plus de 120 millions de diabétiques qui vont jeûner dans le monde. Et c'est autant de personnes qui sont hypertendues, qui sont cardiopathes et qui sont atteintes de pathologies chroniques, donc pour lesquelles il faut faire très attention et qui vont insister pour le jeûne. Les malades donc, vont insister pour respecter ce 4e pilier de l'islam. Ils vont maintenir leur intention de jeûner malgré la maladie rénale chronique et parfois malgré la connaissance du ou des risques qui sont encourus et qui sont expliqués par les médecins. À ce moment-là, donc, quand ces personnes ou ces musulmans donc, vont insister pour jeûner, il faut les accompagner malgré la maladie rénale chronique. Face à cette situation, donc les praticiens se sont accommodés ou ont appris à s'accommoder à ces pathologies qui sont chroniques et pour lesquelles ces personnes donc, insistent pour jeûner. Et donc, les praticiens vont essayer de s'accommoder à ces situations-là en tentant d'adapter la pratique et les thérapeutiques et en déconseillant bien sûr parfois formellement le jeûne quand celui-ci est dangereux pour la santé du patient. Donc, ils vont les accompagner quand la situation où le jeûne est possible pour ces patients, mais quand le jeûne est formellement contre-indiqué, ils diront c'est très dangereux. Malgré cela, malgré ce risque de danger pour les patients, donc où c'est l'état de santé de ces patients qui sont atteints de maladies rénales chroniques, certains vont insister pour jeûner. Malgré cela, le médecin ou les médecins spécialistes doivent accompagner pour ces patients, donc pour essayer de mener à bien ce mois de Ramadan. Et il faut savoir leur expliquer que dans les situations où l'état de jeûne devient péjoratif pour la santé du patient, il est impératif d'arrêter le jeûne. Donc, il faut savoir que même ailleurs, même dans les pays d'Occident, d'Amérique, d'Australie, d'Asie, etc., les migrations massives de musulmans donc, vers ces pays non musulmans ont appris aux cliniciens et aux spécialistes donc, de ces pays où les personnes ne sont pas musulmanes, donc de s'intéresser à l'état de santé de ces personnes malades, donc durant le mois sacré, et de les accompagner même dans les situations les plus difficiles quand le malade maintient son désir de jeûner. Alors, quel est l'avis des religieux? Alors, en général, les musulmans ou les patients musulmans atteints de maladies rénales chroniques vont s'adresser aux religieux pour essayer de savoir s'ils ont le droit de jeûner ou de ne pas jeûner. Et en général, les imams
en général, les imams le renvoient vers les médecins. Les médecins, donc, ils vont leur demander de voir le médecin, donc, qui va évaluer la maladie et, selon l'état de santé du patient, leur proposer donc soit de jeûner, soit qu'il est interdit de jeûner, et à ce moment-là, ils n'ont pas le droit de jeûner. Même s'ils insistent sur cette volonté de jeûner, le médecin n'a pas le droit de les laisser ou de les abandonner. Il doit quand même les suivre pour essayer d'adapter ses thérapeutiques ou les thérapeutiques de ces malades pour essayer de les accompagner à bien durant ce mois. Donc, la décision finale sera prise par le médecin qui doit très bien connaître ces pathologies ou ces maladies rénales chroniques, donc qui peuvent interdire de manière absolue ou non absolue, qui vont interdire de manière absolue ou non absolue le jeûne à ces patients. Donc, le médecin doit parfaitement connaître et il doit être très honnête avec son patient. Il doit très bien connaître toutes ces maladies chroniques et dans notre cas, donc, ce sont les maladies rénales chroniques et il doit connaître toutes les décisions à prendre devant chaque situation. Alors, certaines pathologies vont interdire de manière quasi systématique le jeûne. Certaines donc, sont absolument interdites pour les patients, donc elles sont interdites pour le jeûne. Et d'autres maladies n'empêchent pas dans l'absolu la pratique du jeûne. Donc, elles peuvent permettre aux patients, à ces malades musulmans, de pratiquer le rite, donc le quatrième pilier de l'islam, qui est le carême. Et donc, le médecin va les accompagner pour essayer de mener à bien donc, cette possibilité. Le médecin ne doit en aucun cas interdire pour interdire, sous prétexte qu'il s'agit d'une maladie chronique ou d'une hypertension artérielle ou d'une lithiase, etc. Et il doit tout simplement il ne doit pas exempter le patient donc, de jeûner si la maladie chronique lui permet le jeûne. Donc, il ne doit pas interdire pour interdire. Il doit connaître toutes les situations donc, de maladies rénales qui peuvent permettre et celles qui ne permettent pas. Et donc, qui peut lui donner cette possibilité de jeûner tranquillement durant ce mois. Il doit faciliter à ces malades donc, qui peuvent jeûner de pratiquer le jeûne tout en procédant bien sûr à un suivi rapproché, comme l'a dit le professeur Hamida, pour éviter tout risque éventuel. Et donc, les patients sont donc à évaluer au cas par cas. Chaque malade est un cas et chaque cas est un cas particulier. Cette évaluation doit se faire donc avant le mois du Ramadan, donc pour trouver des solutions donc, qui vont permettre le jeûne aux patients et donc sous condition bien sûr de suivre les consignes médicales. L'autorisation donc ou la non-autorisation du jeûne doit être formulée par le néphrologue. Je dis néphrologue parce qu'on est en face de ces maladies rénales chroniques ou bien sûr le médecin traitant quand il s'agit d'une autre spécialité. Mais pour ce qui nous concerne, c'est le néphrologue donc, qui va autoriser ou non autoriser le jeûne pour ces patients. Et donc, pour cela, il faut évaluer la situation du patient avec un rendez-vous donc, qui a été donné à ces patients-là 4 à 6 semaines avant le jeûne. Et comme l'a dit le professeur Hamida, il ne faut pas attendre le jeûne ou le début du jeûne pour réévaluer le patient. Cette réévaluation ou cette évaluation doit être faite 4 à 6 semaines donc avant pour apprécier l'état clinique de chaque patient et donc pour évaluer également la tolérance au jeûne. Et là, une question très importante pour les patients qui ont déjà jeûné, c'est facile à répondre. Bien sûr, quand la situation clinique ou la maladie rénale chronique ou quand l'hypertension est, par exemple, stable, elle est restée aussi stable donc l'année précédente. Et donc, il est important de vérifier si le patient a déjà jeûné et bien sûr, vérifier tous les médicaments et bien sûr, adapter ces médicaments quand les adaptations sont possibles avec les thérapeutiques actuelles et habituellement, on trouve des solutions parce qu'il y a de plus en plus de médicaments qui sont adaptables. Alors, certaines pathologies, donc, comme on l'a dit, n'empêchent pas dans l'absolu de pratiquer le jeûne. Et donc, si l'autorisation est donnée sans risque pour le patient, c'est tant mieux pour le patient. Bien sûr, il est suivi quand même, il reste quand même un patient à suivre régulièrement en consultation. Et si quand même il existe un risque, il faut que le malade soit accompagné par le médecin traitant
Et donc, cet accompagnement est indispensable. Il permet d'informer le patient sur le ou les risques que court le patient durant ce mois de Ramadan. Il permet de négocier toutes les adaptations de traitement que peut faire le médecin à son patient, bien sûr en tenant compte également des préférences du patient. Il permet de négocier les conditions de suivi pendant le jeûne. Un malade qui est suivi une fois par mois n'est pas la même chose qu'un malade qui doit être suivi une fois par semaine ou une fois tous les 2 ou 3 jours. Donc, tout ceci doit être expliqué au patient pour voir si ces conditions de suivi peuvent être respectées tout simplement par le patient qui est en face de nous et qui a envie de jeûner. Permet de négocier également une éventuelle rupture de jeûne en cas de complications. Donc, le malade doit être informé qu'en cas de complications, en cas d'apparition de complications donc, qui peuvent être dangereuses pour le pronostic vital du patient, à ce moment-là, le malade doit savoir qu'il doit arrêter de jeûner. Et bien sûr, il faut profiter de tous ces entretiens donc, qui sont donc déjà donc qu'on arrive à avoir déjà quelques semaines dans les consultations pré-Ramadan pour essayer de sevrer certaines substances toxiques comme le tabac et les autres substances donc qui permettent bien sûr de maintenir tout ça après le mois de Ramadan. Donc, dans les règles générales de prescription, quelles sont ces règles générales que nous allons essayer de voir, que nous allons essayer de pratiquer à nos patients? Donc, il faut favoriser toutes les prises quotidiennes qui sont uniques et les formes retard ou à demi-bilangue. Donc, ces prises uniques ou monoprises sont très intéressantes pour les patients. Elles permettent donc de prendre une fois par jour, prendre un médicament une fois par jour. C'est moins pénible pour le patient que de prendre 2 fois ou 3 fois ou 4 fois. Donc, tout dépend des médicaments. Et très souvent, en matière de néphrologie, nous avons affaire à des produits qui peuvent être utilisés de manière unique, soit en monothérapie, soit en bithérapie fixe, soit en trithérapie également. Donc, il y a des médicaments donc, qui sont associés et qui sont donnés en monoprise, qui sont très intéressantes à proposer à ces patients qui ont envie de jeûner. Il faut toujours être attentif aux médicaments qui sont à marge thérapeutique étroite. Et là, je pense à ces malades transplantés qui ont besoin de prendre des anticalcinorines que sont le Prograf et le Néoral, et ces patients donc transplantés de rein, et qui ont une marge thérapeutique très étroite. À ce moment-là, il faut faire très attention à ces patients-là et il faut les empêcher de jeûner parce que tout simplement, ils vont être en situation, on va dire, d'hypovolémie relative et si sur ce terrain d'hypovolémie, donc ils ont ces doses-là qu'ils doivent prendre toutes les 12 heures, ils vont se retrouver avec des doses qui sont pratiquement, qui vont être considérées comme toxiques pour ces patients-là, et à ce moment-là, ça peut être aussi le devenir du greffon. Il faut toujours réévaluer tous les médicaments, notamment les diurétiques, les antihypertenseurs et les médicaments à élimination rénale. Donc, les diurétiques, il faut se méfier. Les malades qui sont sous diurétiques, il faut se méfier. Si ces malades ont des diurétiques à forte dose, il faut faire très attention parce qu'il y a un risque de déshydratation qui peut altérer le fonctionnement rénal de ces patients et qui peut précipiter l'évolution vers l'insuffisance rénale terminale. Donc, attention aux diurétiques à forte dose. Pour les antihypertenseurs sont plus facilement manipulés que les diurétiques parce que tout simplement, je vous ai dit qu'il y a des associations, il y a donc des médicaments qui vont agir sur les 24 heures et qui peuvent même dépasser les 24 heures. Et nous avons aussi des associations fixes d'antihypertenseurs, donc 2 médicaments d'antihypertenseurs qui sont associés dans le même médicament et qui peuvent donc favoriser ou, si vous voulez, aider ces patients à faire, à jeûner sur, par exemple, 14 heures ou 16 heures ou 18 heures. Il faut faire attention aux médicaments donc, qui sont éliminés par voie rénale, surtout chez les patients déshydratés.
Et sur ce propos, je pense donc à ces patients donc, qui sont sous diurétique, surtout sous diurétique à forte dose, et surtout s'ils doivent jeûner pour de longue durée, c'est-à-dire des journées qui vont dépasser les 12 heures, 14 heures et qui peuvent arriver jusqu'à 18 heures dans certaines périodes de l'année. Donc, on fait très attention à ces produits-là qui sont éliminés par voie rénale parce que tout simplement, il y a un grand risque de déshydratation qui peut aggraver la fonction rénale. Donc, préexistante de ces malades et qui peut les mener en insuffisance rénale terminale si on n'a pas pris la précaution de faire attention à cet élément. Certains médicaments nécessitent leur prise avec de la nourriture et une boisson. Donc, très souvent, on a besoin donc, de demander aux malades de prendre le médicament, donc pas à jeun. Et il ne faut pas abuser de médicaments qui sont pratiquement tous toxiques pour le rein, surtout en situation de déshydratation. Donc, pratiquement, c'est tous les médicaments dont il ne faut pas abuser. Ce n'est pas uniquement les médicaments qui sont à élimination rénale. Donc, les diurétiques à forte dose, on s'en méfie. Les laxatifs aussi, il faut faire très attention parce qu'il y a un risque de diarrhée chez ces patients-là, donc qui risque d'entraîner ou d'aggraver une situation de déshydratation, surtout s'il s'agit de personnes âgées qui sont déjà atteintes de maladies rénales chroniques et qui ont une fonction rénale déjà atteinte au préalable. Les sulfamides hypoglycémiants, donc on s'en méfie également, ne doivent jamais être pris en cas de jeûne. Et Madame Bahamida l'a expliqué tout à l'heure, également se méfier de la consommation de paracétamol en excès que les gens vont consommer en excès pour juste calmer les céphalées qui sont liées à l'arrêt du tabac ou du café. Bien sûr aussi, on se méfie de l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens que les néphrologues n'aiment pas du tout et que les gens utilisent parfois sans ordonnance. Ils vont chez leur pharmacien, ils leur servent ces médicaments-là qui sont, c'est-à-dire qui sont intéressants pour calmer la douleur, etc., pour se sentir bien, etc., pour calmer leur céphalée, mais qui sont très néfastes sur le plan rénal. Et ça, c'est très connu dans le milieu néphrologique. Alors, quels sont ces malades qui sont à risque de maladie rénale chronique? Alors, nous avons une série de patients donc, qui sont à risque de développer une maladie rénale chronique et donc une insuffisance rénale. Et donc, ces personnes-là sont tout simplement les personnes âgées déshydratées, les diabétiques de type 1 et de type 2, donc, qui sont reconnus mondialement pour développer une néphropathie diabétique dans 30 à 40% des cas. Les hypertendus sont également des malades à risque de développer une insuffisance rénale chronique. Les cardiopathes également font partie de ces patients à risque. Les maladies rénales primitives ou secondaires, qu'elles soient donc d'origine glomérulaire, qu'elles soient d'origine tubulaire, qu'elles soient d'origine interstitielle, qu'elles soient d'origine vasculaire. Et donc là, les néphrologues les connaissent bien, ces maladies. Dans les maladies primitives, vous avez toutes les glomérulopathies primitives qui sont très connues, la LGM, la hyalinose segmentaire et focale, la glomérulonéphrite extramembraneuse, la glomérulonéphrite membranoproliférative, la glomérulonéphrite extracapillaire, et dans les formes secondaires, c'est toutes celles que j'ai citées et donc qui peuvent être secondaires à d'autres pathologies. Nous avons donc une population qui est également à risque de développer une insuffisance rénale. Ce sont les malades donc, qui présentent des lithiases rénales et certains sont connus pour présenter des lithiases récidivantes et qui peuvent même évoluer vers l'insuffisance rénale chronique terminale en des temps qui sont très très courts, lorsque surtout nous n'avons pas pris certaines précautions, particulièrement de les réhydrater. Et une autre population de patients que sont les transplantés d'organes et dans notre situation, les transplantés de reins. Alors, le risque majeur, donc quel est ce risque majeur pour ces malades atteints de maladies rénales chroniques? Le risque majeur est tout simplement la déshydratation, surtout pour les personnes âgées. Et pour la plupart sont des personnes qui sont polymédiquées parce qu'ils associent plusieurs pathologies, de prendre les médicaments toutes les 6 heures ou toutes les 8 heures. Donc, à ce moment-là, si la possibilité de transformer ces médicaments
à prise fractionnée en un médicament, donc à prise unique, oui, on peut proposer. Mais si ce médicament, ces médicaments donc, qui sont donnés à prise fractionnée ne peuvent pas être remplacés par des médicaments monoprises, à ce moment-là, il faut empêcher le patient de jeûner, lui expliquer tous les risques que ça comporte, c'est-à-dire d'altérer la fonction rénale, qui est, si vous voulez, le résultat final du non-respect de ces conditions. Et donc, les prises répétées dans la journée doivent être l'alternative de remplacer les médicaments qui sont pris de manière répétée dans la journée. Et si elle peut être remplacée donc, par la monoprise, pour tous les médicaments, c'est l'idéal. Alors, je pense particulièrement à ces malades qui sont en insuffisance rénale chronique, qui sont hypertendus, qui sont diabétiques, qui nécessitent plusieurs familles de médicaments, donc dont l'arrêt ou la prise à des intervalles donc, qui ne protègent pas le patient contre les risques, comme les antihypertenseurs, les insulines, etc., et d'autres médicaments qui sont pris à des périodes plus réduites que les 24 heures ou que les 12 heures, doivent également abstenir les patients de jeûner. Les personnes âgées se déshydratent plus facilement que les autres personnes plus jeunes, tout simplement parce qu'il y a une altération des centres de la soif chez ces personnes qui ne ressentent pas le besoin de boire. Donc, ils se déshydratent facilement et s'ils vivent tout seuls, ils se déshydratent donc très facilement et très facilement, ils peuvent aboutir à l'insuffisance rénale qui peut les mener vers la dialyse. Donc, surtout si ces patients vivent seuls. Alors, nous recevons très régulièrement aux urgences de médecine et on fait appel très souvent à un néphrologue pour dire, voilà, nous avons un patient âgé, déshydraté, qui fait de l'insuffisance rénale. Et à ce moment-là, donc, on demande notre avis. On dit tout simplement qu'il faut remplir ces patients, tout simplement sans passer par la dialyse, parce que le fait de les remplir peut régler leurs problèmes, bien sûr, à condition que la prise en charge de ces patients soit rapide et efficace. Donc, l'état de déshydratation de ces patients-là augmente l'état tout simplement d'hémoconcentration de cette personne âgée qui s'associe à des risques d'altération de la fonction rénale. Donc, il est déjà âgé, il a plusieurs pathologies, il a peut-être le diabète, l'hypertension, il a peut-être la goutte, il a peut-être une cardiopathie et il se déshydrate. Et à ce moment-là, tous ces facteurs initiaux donc, qui étaient là, auxquels se surajoute la déshydratation, vont encore altérer davantage sa fonction rénale et le mener parfois vers l'insuffisance rénale terminale définitive. Donc, à ces patients-là, on propose l'abstention du jeûne. Pour les hypertendus, le jeûne donc, complique un peu la situation donc, de l'hypertendu qui a beaucoup de médicaments à prendre. Parfois, c'est des thérapeutiques qui comportent 4 ou 5 médicaments anti-hypertenseurs. Donc, nous n'avons pas tout simplement affaire à des hypertendus qui ont une hypertension légère. Très souvent, en milieu néphrologique, nous avons affaire à des patients qui ont besoin de 3, 4, voire 5 médicaments. J'ai reçu il y a 2 ou 3 jours deux patients donc, qui sont sous 5 thérapeutiques antihypertensives et qui sont venus demander est-ce qu'ils ont la possibilité de jeûner ou pas. Donc, ces patients hypertendus, si c'est un patient hypertendu qui a une hypertension légère, qui a une monoprise, oui, on peut proposer
voulez bien prendre la parole? Docteur Zouakou? Oui. Super. Salam alaikum, bonjour à tout le Alaikum monde. salam. Est-ce que vous Salam m'entendez là? Très bien. C'est très bien, oui. Mais écoutez, ça me fait du plaisir de... J'ai suivi les deux présentations. Merci beaucoup, professeur Hamida, professeur Badawi. Merci beaucoup à Dr Haron, nos chères vice-présidentes. Et je remercie